Bonsoir. J'aimerais vous souhaiter à tous et toutes une bonne journée de la Terre et bienvenue à cette conférence virtuelle sur le racisme systémique et l'environnement. Je m'appelle Marissa Berry-Mendez, je suis responsable des campagnes ici chez Amnesty International et j'animerai la conférence de ce soir. Je me joins à vous à partir de Tiohtià:ke ou Montréal, où sont situés les bureaux d'Amnesty International Canada francophone, et je voudrais reconnaître que nos bureaux sont situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nombre d'entre nous sommes virtuellement réunis aujourd'hui. Tiohtià:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Et c'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Je sais que nous comptons parmi nous des participants et participantes de partout au Québec et même au-delà. Donc, je vous invite maintenant à partager dans le chat de quel territoire vous vous joignez à nous. Et si jamais vous n'êtes pas certaine sur quel territoire vous êtes situé, je vous invite à consulter l'outil de cartographie nativeland.ca que ma collègue Anna va partager dans le chat. C'est un outil très intéressant. Donc, cette conférence virtuelle est la 7e dans une série mensuelle portant sur divers enjeux reliés au racisme systémique. Depuis octobre passé et jusqu'au mois de juin, nous entendons des experts et des militantes contre le racisme et nous apprenons comment le racisme systémique se manifeste dans notre société. Pour votre information, notre prochaine conférence, le 26 mai, portera sur le racisme systémique dans l'industrie de la culture. Et l'inscription sera bientôt ouverte. Vous pouvez toujours consulter la liste de conférences à venir et les enregistrements des conférences passées sur notre page web que Anna va vous partager aussi dans le chat. Donc, je vais poursuivre en faisant le point sur quelques détails techniques. Par la suite, je vais vous présenter la thématique de notre conférence ainsi que nos panélistes. Et on poursuivra avec les présentations de la part de chacune et chacun de nos invités. Et enfin, il y aura le temps pour une période de questions pendant à peu près 25 ou 30 minutes. Et je vous invite, en fait, en pensant à la période des questions, si pendant les présentations, vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, je vous encourage à les mettre dans la boîte de questions et réponses. Je vais les lire ensuite lors de la période de questions. Donc, les détails techniques avec notre plateforme Zoom ce soir, votre microphone est désactivé pour une meilleure audibilité des panélistes. Vous pouvez toujours converser avec les animatrices et les participants via le chat. Mais comme je viens de le mentionner, en fait, pour les questions à poser aux conférencières et conférenciers, c'est via la boîte de questions-réponses. Et si jamais vous tweetez en direct du webinaire, surtout n'oubliez pas de nous identifier. Donc, un peu plus sur le thématique de la conférence de ce soir, cette journée de la Terre. Le terme racisme environnemental est utilisé pour décrire une exposition disproportionnée des communautés autochtones et racisées à la contamination des industries polluantes, aux installations de traitement des déchets toxiques et autres activités dangereuses pour l'environnement et pour la santé. Les changements climatiques révèlent une discrimination envers les communautés plus vulnérables qui habitent souvent dans des quartiers mal desservis par les services publics et dont l'aménagement public est déficient. Le terme peut aussi décrire le manque de représentation des personnes autochtones et racisées dans les instances décisionnelles qui réglementent ces activités et dans le leadership des mouvements écologistes. Et le racisme environnemental est une forme de racisme systémique car il est le résultat de politiques et de pratiques institutionnelles plutôt que de croyances et d'actions individuelles. Donc, ce soir, nous avons avec nous des défenseurs de la terre et des eaux et des militants, militantes qui nous parleront des liens entre le racisme systémique et l'environnement et des impacts sur les communautés.
Nous sommes vraiment ravis d'avoir avec nous trois invités très spéciaux. Je vais vous les présenter très brièvement et ensuite vous les présenter un peu plus en détail quand ils et elles vont intervenir. Donc, nous avons avec nous ce soir Naolo Charles, qui est cofondateur de la Coalition pan-canadienne pour lutter contre le racisme environnemental et aussi fondateur de la Black Environmental Initiative. Benoît Croteau, directeur du territoire et environnement pour le Conseil de la Première Nation Abitibi-Winnie. Et finalement, Alessandra Devulski, directrice générale de la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges et militante dans les mouvements sociaux. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter un peu plus en détail notre premier conférencier, qui sera Naolo Charles, qui, en collaboration avec Dr. Ingrid Waldron, a fondé la Coalition pan-canadienne pour lutter contre le racisme environnemental. Et comme j'ai déjà mentionné, il a aussi fondé le Black Environmental Initiative, qui est un projet visant à favoriser un plus grand engagement pour une meilleure protection de l'environnement pour les personnes noires, autochtones et racisées. Il est titulaire d'une maîtrise en environnement et spécialiste de la communication environnementale. Son propre vécu l'amène à développer un profond intérêt pour l'intersection entre les progrès environnementaux et la justice sociale. Originaire de Montréal, Naolo vit à Toronto depuis 2013 où il a lancé plusieurs initiatives d'innovation sociale. Donc, merci d'être avec nous ce soir, Naolo, et sans plus tarder, je vous passe la parole. Okay, merci Marisa, c'est vraiment un plaisir, un honneur d'être ici. Merci à tout le monde, tous les panélistes et tout le monde qui nous écoute aujourd'hui. Alors, bon, comme elle a dit, mon nom est Naolo Charles, je suis le cofondateur de la Coalition pan-canadienne pour lutter contre le racisme environnemental. Je suis aussi fondateur de Be Initiative, une organisation vraiment dédiée à la promotion de l'engagement environnemental dans les communautés noires. Donc, je vous parle aujourd'hui de Toronto, un territoire qui est habité par diverses Premières Nations, par les Inuits et par les Métis. Alors, le racisme environnemental, c'est quoi? Le racisme environnemental, c'est en fait un problème local, national et aussi international. C'est un problème qui s'inscrit dans un contexte historique. Moi, je me considère comme un citoyen du monde. Donc, en fait, ma communauté, c'est en fait plusieurs communautés. Ma communauté, elle se trouve ici à Toronto, elle se trouve à Montréal, elle se trouve à Québec, elle se trouve aux États-Unis, en Europe, elle se trouve en Amérique latine et elle se trouve en Afrique. Et la première fois que ma communauté a été impactée par le racisme environnemental, je n'étais pas encore né. En fait, le racisme environnemental fait partie intégrante du processus de colonisation. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que la colonisation verte n'a jamais existé. Alors, on utilise le terme de racisme environnemental pour décrire le fait que des groupes qui ont du pouvoir exposent injustement d'autres groupes qui n'ont pas de pouvoir aux dangers environnementaux. Et la première fois que j'ai vu un exemple de racisme environnemental qui a impacté ma communauté, c'était il y a environ 15 ans, en 2005. Le Probo Koala, un bâton contenant des déchets toxiques qui déverse illégalement des déchets dans ma ville d'origine. À l'époque, je ne connaissais pas le terme de racisme environnemental. Mais cet événement a précipité mon intérêt pour la cause environnementale. Et j'essayais de comprendre, donc j'ai commencé à étudier la question. C'est vraiment cet incident qui a marqué le début de mon intérêt personnel pour la cause environnementale. Et aujourd'hui, je sais que ce type de phénomène arrive partout. Alors, le racisme environnemental, ce que j'aime souvent dire, c'est que ce n'est pas juste un concept. C'est une réalité que l'on peut voir à travers les données, à travers les expériences de ces communautés et souvent aussi à travers leurs états de santé. Alors, je parle souvent des 12 symptômes du racisme environnemental pour démontrer en fait à quel point le problème est complexe, à quel point il est connecté à de nombreux enjeux sociaux et à quel point il a de multiples facettes. L'un des premiers symptômes que l'on constate est la tendance à localiser les industries polluantes à proximité de communautés racialisées. Ensuite, ces communautés sont souvent exposées de façon injuste et disproportionnée à la pollution de l'air, la pollution de l'eau et aux îlots de chaleur. On constate aussi que ces communautés ont souvent moins accès aux bénéfices environnementaux qui viennent, par exemple, de la présence d'espaces verts. Donc, le racisme environnemental se manifeste de plusieurs façons, notamment
l'exposition disproportionnée aux déchets toxiques dans les communautés, l'exposition disproportionnée aux produits toxiques, l'absence de protection contre les changements climatiques, la négligence des infrastructures qui existent dans ces communautés par les autorités publiques, le manque d'accès à des options de nutrition saine, ça fait aussi partie du racisme environnemental, selon moi. Le manque de participation de ces communautés au processus de décision qui ont un impact direct sur leur environnement. Et souvent aussi le déplacement de ces communautés à cause de la gentrification, même la gentrification verte aussi, qui résulte de projets verts dans leur communauté. Et finalement, le fait que ces communautés sont beaucoup plus vulnérables aux crises globales comme les pandémies. Donc, tous ces facteurs contribuent à créer les injustices environnementales qui font que la race d'une personne, la situation socio-économique d'une personne devient en fait un facteur qui détermine leur exposition à la pollution. Alors, d'où vient le concept de racisme environnemental? On peut retracer l'une des premières formes de mobilisation contre le racisme environnemental au mouvement syndical et au mouvement des droits civiques aux États-Unis dans les années 60, avec l'émergence du mouvement de la justice environnementale. En fait, la distinction entre tous ces mouvements est purement conceptuelle. Le mouvement de la justice environnementale a été démarré par des individus qui souhaitaient adresser des problèmes de pollution dans leur communauté, et aussi par des employés qui se battaient pour éliminer la négligence de mesures de sécurité et de santé dans leur milieu de travail. Ces enjeux-là étaient également très importants pour les leaders des droits civiques aux États-Unis. Par exemple, selon le EPA, la grève de sanitation à Memphis en 1968 a été l'une des premières fois que les Afro-Américains ont mené une mobilisation nationale contre les injustices environnementales. Et Dr. Martin Luther King a investigué ces incidents d'injustice environnementale et il a aussi plaidé pour l'amélioration des conditions de vie de ces travailleurs. Plus tôt dans les années 60, les travailleurs latinos dans les fermes, menés par un leader syndical nommé César Chavez, se sont battus pour les droits des travailleurs, notamment leur protection contre les pesticides dangereux dans les fermes. En 1960, des étudiants afro-américains ont manifesté dans les rues de Houston contre une décharge de déchets municipales. En 1968, on a les résidents de West Harlem à New York qui ont perdu un combat contre l'emplacement de centres de traitement de déchets dans leur communauté. Mais ces manifestations ont marqué en fait un moment important dans la mobilisation et dans le dialogue national aux États-Unis sur le racisme environnemental. Alors, le terme de racisme environnemental lui-même aurait été popularisé par le révérend Dr. Benjamin Chavez et Dr. Robert Bullard, qui est en fait connecté à notre coalition et qui a offert une des définitions les plus élaborées du racisme environnemental dans son livre Dumping in Dixie. Le mouvement de la justice environnementale a commencé à s'accélérer à mesure que les communautés ont commencé à obtenir des données claires sur l'étendue du problème. Par exemple, en 1983, le General Accounting Office, qui est la branche d'investigation du Congrès américain, a confirmé le fait que les sites de déchets dangereux dans 3 États du Sud étaient disproportionnellement localisés près des communautés noires et latinos. 4 ans plus tard, le groupe religieux mené par Dr. Benjamin Chavez a produit un rapport accablant démontrant que 3 sur 5 des communautés latino et afro-américaines vivaient à proximité d'un site de déchets toxiques. Donc ça, c'est en bref un résumé de l'histoire du mouvement de la justice environnementale. La raison pour laquelle, quand on me pose la question d'où vient le concept de racisme environnemental, la raison pour laquelle j'aime bien expliquer en fait l'origine du mouvement de la justice environnementale, c'est parce que je pense que le racisme environnemental précède en fait le mouvement de mobilisation contre le phénomène. Donc, il est important de répéter en fait que le racisme environnemental précède la mobilisation parce qu'en fait, le racisme environnemental fait partie intégrante du processus de colonisation des populations autochtones et noires qui ont souvent en fait vu leurs environnements détruits et détériorés, qui ont souvent été déplacés de leurs environnements originels par un pouvoir qui traditionnellement a priorisé le profit au détriment de la qualité de vie des populations.
Alors, la question qu'on entend souvent, la question qu'on se fait poser souvent, c'est quels sont les exemples au Canada? Parce qu'on parle souvent des États-Unis, mais quels sont les exemples au Canada? Au Canada, malheureusement, les exemples de communautés affectées par le racisme environnemental sont nombreux. Mais il y a un fort contraste entre le niveau de prise de conscience des populations et la gravité des injustices environnementales au Canada. En fait, un récent rapport du rapporteur général des Nations Unies sur les droits humains, après sa visite au Canada en 2019, a sonné l'alarme, confirmé qu'il existe en fait des tendances au racisme environnemental au Canada et que plus d'1 million des Canadiens à faible revenu vivent à 1 kilomètre d'une source majeure de pollution. En Ontario, on a cette région dont j'ai déjà parlé dans d'autres endroits. On a cette région connue comme la Chemical Valley, près de Sarnia, qui est à proximité de communautés autochtones et qui abrite à elle seule près de 40% de l'industrie chimique. Bien que la Chemical Valley affecte en fait des dizaines de milliers de personnes, mais aussi des personnes qui ne sont pas forcément des personnes autochtones, un rapport du commissaire à l'environnement de l'Ontario allège que les membres des communautés autochtones sont disproportionnellement affectés. En Nouvelle-Écosse, la communauté d'Afrique-Ville, qui abritait les communautés de descendants d'esclaves, a été utilisée comme dépotoir pendant plusieurs décennies avant d'être complètement rasée au bulldozer. On a aussi le cas de Grassy Narrows, de 1962 à 1970, une usine à papier qui déversait près de 10 000 tonnes de mercure dans les rivières avoisinantes des communautés autochtones. Et il y a énormément de données et de rapports sur la contamination au mercure de ces populations, mais la situation n'a jamais été réglée. Alors, au Québec, on nous pose souvent la question au Québec. Au Québec, on a un récent exemple, par exemple, le récent projet, le cas du projet minier de Matawini, qui est le plus grand projet minier de graphite en Amérique du Nord et en Europe, et qui se trouve sur le Nitaskinan, un territoire ancestral qui fait l'objet de revendications de la part des Atikamekw, excusez-moi si je prononce mal, en tout cas de la part d'un des groupes autochtones auprès des gouvernements fédéral et provincial depuis des décennies. Et d'après ce qu'on voit, vraiment, c'est les mêmes dynamiques, donc la mobilisation. Souvent, quand on parle de racisme environnemental, ce que les gens doivent comprendre, parce que un des arguments qu'on entend souvent, c'est « Ah, mais ce n'est pas une question de race, c'est plus une question de pauvreté, tout ça. » Moi, souvent, ce que je dis à cet argument, je vais répondre avant même que les gens posent la question, c'est que dans un premier temps, le fait qu'une personne ait un faible revenu et qu'elle soit forcément exposée à la pollution, déjà, ça, c'est un problème que nous, on n'accepte pas et on pense que c'est un standard qui doit changer. Dans un deuxième temps, lorsqu'on parle du racisme environnemental, c'est vraiment aussi pour souligner les dynamiques de racisme. Si vous regardez comment est-ce que les communautés qui sont victimes de racisme environnemental, lorsqu'elles se mobilisent et lorsqu'elles essaient de réagir et de régler le problème, si vous regardez la réaction des institutions et comment elles sont traitées, le racisme est évident. La façon comment le mépris et la négligence fait partie de cette dynamique-là. Donc, c'est pour ça que c'est important, en fait, de souligner le racisme dans les dynamiques, dans les relations. Et encore, comme j'ai dit avant, qui s'inscrivent dans un contexte colonial qu'on doit toujours s'en rappeler, en fait. Alors, à Toronto, moi, je suis ici à Toronto, le cas du site radioactif de McClure dans les années 80, où des logements sociaux ont été offerts à des communautés immigrantes, malgré le fait que ces terrains étaient en fait contaminés avec des déchets radioactifs. Et le gouvernement était au courant. Il en suit un combat dans les tribunaux entre de simples citoyens et le gouvernement qui dura près de 10 ans. Et c'est ce que j'essayais d'expliquer avant. Bien sûr, ça arrive à toutes les communautés, ça va arriver aux communautés qui ne sont pas forcément des minorités visibles, mais le type d'hostilité, la façon comment les institutions réagissent 10 ans dans les tribunaux pour des simples citoyens. Et aujourd'hui, si vous cherchez des données ou des archives sur le cas de McClure, l'une des probablement seules archives que vous allez trouver, c'est un livre qui a été écrit par un des résidents de la communauté qui, après toute cette expérience, a décidé qu'il fallait qu'il écrive un livre pour que les gens s'en rappellent. Sinon, franchement, à part ça, on n'a quasiment pas d'archives sur la situation.
Alors, de façon générale au Canada, il y a une récente étude de l'Université de Colombie-Britannique qui a découvert que les communautés racialisées tendent à vivre dans des régions qui sont des points chauds de la pollution de l'air. Mais comme certaines personnes disent souvent, quand on parle de racisme environnemental, il faut vraiment regarder en détail, chaque communauté est unique. Ce que leur étude dit qu'à Vancouver, ce sont les résidents autochtones qui sont très exposés à la pollution de l'air. À Montréal, ce sont les populations immigrantes. Et à Toronto, ce sont les communautés à faible revenu. Mais en fait, on voit bien que lorsqu'on parle souvent des mêmes communautés, c'est souvent les mêmes personnes. Donc finalement, au Canada, le nombre de communautés autochtones qui, même en 2020, n'ont toujours pas accès à l'eau potable est aussi un problème de racisme environnemental. Et pour certaines de ces communautés, moi j'ai vu, il y a au moins une communauté, ça fait 25 ans qu'ils doivent bouillir l'eau avant de la boire. Alors malheureusement, ce problème n'est pas toujours vu comme un problème de racisme environnemental parce qu'on a tendance à nier les problèmes et trouver des justifications, mais tout ça, le déni, tous les arguments, les faux débats qui ne sont pas nécessaires, ils font tous partie de la dynamique de racisme environnemental et je dirais de racisme systémique. Donc tout ça, ça fait partie des forces qui maintiennent en fait le problème au lieu d'essayer de trouver des solutions. Alors, quelles sont les solutions au racisme environnemental? Donc moi et je veux dire la coalition avec laquelle on travaille, on n'a pas de solution magique. On n'a pas de solution magique. Par contre, il y a des stratégies sur lesquelles on investit. Et je peux citer à peu près 6 stratégies sur lesquelles on investit. La première stratégie, c'est ce que j'appelle la prise de conscience. Donc, on mène beaucoup de campagnes de sensibilisation, l'éducation, la communication environnementale. Ça fait partie des stratégies vraiment importantes et c'est pour ça qu'on participe à ce genre d'événements. C'est pour ça qu'on accepte toutes les interventions qu'on peut avoir dans les médias. Aussi, on crée des outils de communication. Par exemple, ma collègue Ingrid Waldron, le film auquel elle a participé, qui est présentement sur Netflix, c'est un outil de communication extrêmement puissant pour réussir à sensibiliser les populations. Mais je pense qu'au niveau de cette stratégie, il faut noter aussi que ce n'est pas juste une question de la stratégie de ce qu'on appelle les militants. Moi, je ne m'appelle pas forcément de militants, mais ce qu'on appelle c'est pas forcément la question, ce n'est pas juste une question de nos stratégies, mais aussi qu'est-ce que les gens peuvent faire pour lutter contre ça. Et la prise de conscience à ton propre niveau, juste toi-même, comprendre le problème, ça fait partie en fait des solutions. Alors la deuxième stratégie, c'est la mobilisation. C'est un peu lié à la première, mais on veut mobiliser tous les Canadiens. On ne veut pas que ce soit une question de politique, on ne veut pas que ce soit une question d'identité. Tout le monde, tous les Canadiens devraient pouvoir se mettre derrière cette mission et cette cause qui est tout simplement de dire que ce n'est pas normal que la pollution affecte plus certains groupes que d'autres. Qu'ils soient pauvres ou que ce soit pour la race, nous, on trouve que ce n'est pas normal. Donc, et moi, ce que je dis souvent, c'est que je pense que les valeurs canadiennes, le Canada qu'on imagine et la façon comme on imagine, on n'est pas dans un pays où on accepte de telles réalités. Alors, troisième stratégie, les politiques publiques et le développement de lois qui permettent la protection de ces communautés. Par exemple, on travaille actuellement sur le projet de loi C-230. C'est un projet de loi extrêmement important. C'est un pas dans la bonne direction. La quatrième stratégie, c'est les données. C'est extrêmement important qu'on ait accès aux données. D'ailleurs, c'est un des résultats du projet de loi. Si le projet de loi passe, le gouvernement va devoir non seulement développer une stratégie nationale contre le racisme environnemental, mais en plus de ça, on va commencer à collecter des données qui nous permettent en fait de mieux comprendre le problème, de mieux comprendre les points chauds, de mieux comprendre les problèmes émergents, de sorte qu'on puisse protéger les environnements de ces communautés. Cinquième stratégie, c'est ce que j'appelle la stratégie de la représentation. Donc, la représentation, c'est de dire que souvent, les institutions qui prennent des décisions qui ont un impact sur notre environnement sont des institutions qui ne reflètent pas la diversité du Canada. Et c'est souvent pour ça que des fois, on a des réflexes
de la façon comment on traite les choses, la façon comment on priorise les choses. Et encore, on se rappelle de notre contexte historique, le contexte de colonisation. Donc, on ne traite pas les gens de la même façon. En tout cas, avant, on ne les traitait pas de la même façon. Donc, il y a un peu un héritage de ça qui reste dans nos systèmes. Et donc, la représentation est une stratégie qui peut éventuellement aider un peu. Et finalement, la dernière stratégie, c'est ce que j'appelle, c'est la diversité dans le mouvement environnemental lui-même, qui est en fait l'une des raisons pour lesquelles moi, je me suis lancé dans ce projet-là. Et parce que le mouvement environnemental, malheureusement, n'a pas forcément traditionnellement accordé énormément d'importance aux communautés marginalisées, malgré le fait que toutes les données pointent sur le fait que ce sont les communautés qui sont les plus impactées, ce sont les communautés qui seront aussi les plus impactées par le changement climatique. Donc, un des rêves que moi j'ai avec Billy, c'est de réussir à engager, à créer plus de diversité dans le domaine environnemental, ce qui veut dire en fait réussir à engager plus de membres de communautés noires, communautés autochtones dans le domaine environnemental. Et on pense que c'est en fait un changement positif. Mais quand on parle de solutions, moi, je pense que c'est important de commencer à faire des liens. Le racisme environnemental est un problème pour les communautés racialisées, mais ça doit être aussi un problème pour toute personne qui a un intérêt pour la lutte contre les changements climatiques. Alors, on sait que si on n'est pas en mesure de renverser la tendance, on va avoir à gérer plus de catastrophes climatiques, le déplacement de communautés entières. On va avoir plus de pertes au niveau de la biodiversité. On va avoir un environnement où l'air est trop pollué pour respirer, où l'eau et plusieurs autres ressources de base deviendront rares. On va avoir plus de pandémies et tous ces phénomènes contribueront à déstabiliser ou encore à détruire notre vie moderne. Donc, le problème du changement climatique est donc extrêmement grave et urgent. Évidemment, j'apprends ça à personne. Mais lorsque nous parlons de lutter contre les changements climatiques, moi, je pense qu'il y a une bonne façon de le faire et il y a une mauvaise façon de le faire. Donc, la mauvaise façon de lutter contre les changements climatiques, c'est en continuant d'investir dans les mêmes industries qui ont créé le problème, en fait, et en essayant de jouer avec les chiffres pour atteindre nos objectifs de réduction d'émissions. Donc, par exemple, un des exemples, c'est une récente stratégie que le Canada emploie, c'est les investissements dans les projets d'énergie nucléaire. Parce que vu que l'énergie nucléaire, en fait, ne crée que des émissions indirectes, en tout cas au niveau de la façon comment on calcule, quand on calcule les émissions de gaz à effet de serre, on peut dire que l'énergie nucléaire a moins d'impact que, les fossiles, qu'en fait le pétrole. Et donc, c'est une stratégie en fait pour essayer de réduire la quantité de gaz à effet de serre qu'on rapporte dans le système. Par contre, l'énergie nucléaire en tant que telle, si vous regardez tout le cycle de vie de l'énergie et que vous regardez par exemple la gestion des déchets, nucléaires, on n'a toujours pas de solution viable. La seule solution qu'on a présentement, c'est enterrer ça dans le sol et on oublie, on espère que ça va pas revenir. Donc, c'est un risque qu'on prend, c'est un risque que je dirais un risque inconnu parce qu'on ne sait pas quel impact il aura, on ne sait pas quel impact il aura sur les populations. Et en plus, la plupart de ces nouveaux développements vont être développés principalement dans les communautés autochtones, ce qui est vraiment alarmant quand on connaît l'historique du racisme environnemental au Canada. Donc, la bonne façon de lutter contre les changements climatiques est de mettre fin à cette tradition de profit sur les gens et de placer la personne au centre de nos politiques et de nos pratiques. Je dirais la personne et la biodiversité, parce que c'est nous, en tant qu'humains, mais aussi tous les éléments vivants autour de nous, c'est vraiment ce sur quoi on doit se focuser, à mon avis. Donc, nous devons mobiliser tous les aspects de notre société contre les défis du changement climatique dans un mouvement environnemental qui ne serait pas seulement pour les Blancs. Et cette année, grâce à un partenariat que j'ai développé avec Dr. Ingrid Waldron, nous avons développé cette coalition nationale contre le racisme environnemental pour mobiliser les Canadiens, peu importe leur race, peu importe leur allégeance politique, pour la protection environnementale des collectivités
marginalisées, des communautés qui, à mon avis, constituent la base de notre société. Et quand je dis qu'elles constituent la base de notre société, c'est vraiment, je le dis littéralement en fait. Nous savons que les autochtones, les Noirs, les immigrants ou les nouveaux arrivants sont souvent nos travailleurs de première ligne, nos infirmiers, infirmières, nos chauffeurs de bus. Certains d'entre eux sont nos travailleurs sociaux, nos enseignants. Et souvent, on n'accorde pas beaucoup d'importance à ces gens-là. Pourtant, on sait très bien qu'on a besoin d'eux. Et donc, ça, c'est un des changements qu'on doit apporter si on veut pouvoir vaincre les changements climatiques. On a besoin de tout le monde. Tout le monde doit faire partie de la solution. Donc, pour nous, la lutte contre les changements climatiques et la lutte pour la justice sociale sont tous les mêmes. Parce que même s'il est difficile de traduire la justice sociale en réduction de gaz à effet de serre, les Nations unies eux-mêmes disent que nous avons toutes les technologies et toutes les connaissances stratégiques et les politiques pour atteindre nos objectifs. Ce qui manque, c'est la mobilisation de toute la société. Et la seule façon de le faire, à mon avis, c'est de le faire en impliquant toutes les communautés. Donc, pour cette raison, notre coalition, elle appuie vraiment sans réserve le projet de loi C-230. Le projet de loi nous invite à créer une stratégie nationale contre le racisme environnemental. Donc, nous accusons un retard par rapport aux États-Unis, présentement, où le gouvernement Biden a fait de la lutte contre le racisme environnemental une priorité grâce à des efforts législatifs, à la représentation et à la programme de justice environnementale. Évidemment, ils ont plus d'historique, mais rien que le fait que le gouvernement reconnaisse, que leurs leaders reconnaissent le problème, donc on ne perd pas notre temps à faire des débats et on essaie de trouver des solutions. Et aux États-Unis, ils sont en avance à ce niveau-là. Donc, avec le projet de loi 230, le gouvernement canadien devra consulter les communautés et élaborer une stratégie nationale. De plus, le projet de loi nous donnera accès à des données qui nous aideront à mieux protéger l'environnement des communautés autochtones et noires. C'est l'objectif de la lutte contre les changements climatiques. C'est vraiment ça l'objectif, c'est de protéger les gens, c'est protéger les personnes les plus vulnérables. Et en le faisant, nous nous protégeons nous-mêmes et nous protégeons tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Naolo, pour cette mise en contexte historique, géographique, puis aussi les pistes de solutions et les stratégies pour aller de l'avant et lutter contre le racisme environnemental. C'est vraiment éclaircissant. En fait, je voulais demander une précision. On a eu une question par rapport au film que je sais que le titre en anglais, c'est There's Something in the Water. Comment est-ce qu'on peut le trouver? Est-ce que vous connaissez le titre en français pour les gens qui aimeraient le rechercher, le visionner? Je ne suis pas certain qu'il y a un titre en français, mais si vous allez sur Netflix, There's Something in the Water, je pense que vous pouvez le trouver, mais je ne suis pas certain en français c'est quoi le titre. Okay. Mais je pense que si on peut trouver sûrement l'information sur Google. Oui, puis... mais il n'y a pas de version, il n'y a pas une version française. Il y a peut-être une traduction avec des sous-titres, mais ils n'ont pas fait une version spécialement française. Ça pourrait être un intéressant projet, en effet. En fait, je vais faire la recherche, puis je vais inclure le lien ou les informations dans notre courriel de suivi. Donc, merci pour cette question-là. Ah, super. Je pense qu'Anna nous l'a déjà mis dans le chat. Génial. Donc, merci beaucoup. On va passer maintenant à notre deuxième invité. Benoît Croteau est membre de la Première Nation Abitibi-Winnie. Il occupe le poste de directeur du département du territoire et environnement pour le Conseil de cette Première Nation depuis 2002. Dans le cadre de ses fonctions, il participe aux consultations sur les projets reliés aux ressources naturelles et à l'environnement sur la Abitibi-Winnie-Aki, ainsi qu'à certaines négociations. Titulaire d'un diplôme d'études collégiales en aménagement forestier, il s'implique dans de nombreux projets de développement économique au sein de la communauté. Benoît est administrateur de la coopérative de solidarité de Picogan, vice-président du groupe forestier CFOR et administrateur pour Forage Picogan. Sa passion pour la descente des rivières et leur protection l'a amené à parcourir de nombreuses rivières, dont la rivière Saint-Jean sur la côte nord, l'Aricana, la Chouap-Moussuan et bien d'autres rivières. Benoît est également instructeur en secourisme en région isolée.
Impliqué dans de nombreux projets de recherche avec les années, il est partenaire de la chaire en biodiversité nordique dans un contexte minier de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Les diverses implications dans lesquelles Benoît participe l'ont amené à défendre les droits de la Première Nation Abitibiwini et de ses membres. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, Benoît, et la parole est à vous. Merci beaucoup, Marisa. Merci, Naolo. C'était très inspirant. Je ferai une petite rectification. Je travaille avec l'UQAT, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Je m'excuse. Mais c'est pas grave. Je commencerai peut-être, je suis membre de la Première Nation Abitibi-Winnie, comme Marisa l'a dit. Par contre, j'ai grandi en ville. J'ai grandi à Amos, près de la communauté. Puis, moi, j'étais l'Indien en ville. J'ai grandi de même une partie de ma vie. Puis un jour, j'ai eu des enfants. J'ai 2 enfants. J'ai une grande fille qui a maintenant 25 ans. Puis la façon que ça se passe dans la ville d'Amos, c'est que dans chacun des villages, tout le monde va faire son école primaire et il n'y a qu'une école secondaire. À ce moment-là, j'habitais dans la communauté de Picagane quand ma grande fille a fait son intégration à l'école secondaire. Après 1 ou 2 jours d'école, Samuel, elle s'appelle Samuel, elle m'arrive, elle dit « Papa, elle dit, le monde de Picagane, là, ils sont juste ensemble, puis ils sont à part. » Je dis là, Sam, tu prends du recul un peu, puis va poser des questions. Il dit, va voir les groupes d'amis, puis tu vas te rendre compte que certains vont être de Saint-Marc, certains vont être de Lacombe, d'autres de Pressac, d'autres de d'autres villages. C'est juste qu'ils sont semblables, ils n'ont pas de différence. Fait que, tu sais, à ce moment-là, tout ça a comme intégré ça un peu, puis finalement, tout ça a bien passé. Mais c'est parce que là, les gens de Picagane étaient visiblement ensemble, puis ça créait des espèces de conflits racistes à ce moment-là, parce qu'on ne voyait que les Indiens ensemble. Le racisme systémique en environnement, ça fait un bout que j'y pense, puis que j'en parle plus. Puis je dirais, l'automne dernier, j'ai eu un débat avec un groupe d'amis par rapport à ça, suite au décès de Joyce Echaquan. Puis là, j'ai repris ça, puis j'ai dit, ça se passe aussi dans d'autres domaines. À ce moment-là, un peu après le décès, nous étions dans le conflit du parc La Vérandrie parce que les Algonquins ont comme demandé un moratoire sur la chasse à l'orignal. C'est un peu sorti de même aussi au niveau des médias. Puis, pouf, ils ont fait un barrage. Là, les gens ne pouvaient pas aller à la chasse, ils n'avaient pas accès à des secteurs, des trucs de même. Là, il y a eu beaucoup de racisme violent sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Puis, c'était pas beau à lire, disons. Ce qui est dommage, c'est ce qui est systémique là-dedans, c'est que les Algonquins, ça fait plusieurs années qu'ils sont en négociation avec le gouvernement du Québec pour une participation à la cogestion du parc La Vérandrie, et ça dans plusieurs parcs du Québec. On demande de cogestion depuis plusieurs années, en négociation. Mais tout ça n'est pas divulgué, n'est pas associé. Puis les négociations allant nulle part, les Algonquins se sont tannés et ils sont passés à l'action. Ce qui est dommage, parce que la non-divulgation, à mon avis, ce n'est qu'une interprétation, c'est que la non-divulgation de ce type de négociation-là, de ce type d'entente-là qu'il pourrait y avoir entre le gouvernement du Québec et des nations autochtones, ça serait d'admettre à la population québécoise que le gouvernement n'est pas chez eux. Parce que le gouvernement ne dira jamais ouvertement
qu'il est en territoire autochtone, sauf dans le cas de la Convention de la baie James, puis à cette heure, le gouvernement Cree Baie James est reconnu comme gouvernement. Je vais y aller, je vais enchaîner avec d'autres exemples intéressants comme ça. Cette semaine, mardi, il y a 2 jours, on était plusieurs Premières Nations au Québec à entendre les modifications ou les changements à la loi sur l'aménagement durable des forêts. Les représentants du gouvernement nous ont explicitement dit on n'a pas allé en consultation par rapport à la loi parce que ce n'est que des changements administratifs, puis nous avons convenu que ça ne portait pas atteinte à quoi que ce soit envers les Premières Nations. Ça va bien, mais ça, ils ne nous l'ont pas demandé. La loi les changements administratifs proposés dans la loi, en fait, qui est déjà adoptée, c'est des lois qui favorisent l'accès aux ressources naturelles, facilitent la mise en marché des bois, puis l'augmentation de superficie aménagée, pas de superficie aménagée, mais de superficie planifiée. Ce que ça fait chez nous, c'est évidemment l'accès, un plus facile accès aux ressources naturelles. Bien évidemment, ça va faire plus de volume de bois qui vont être récoltés, surtout par le Bureau de mise en marché des bois. Il devait aussi rendre la loi plus simple pour assurer une meilleure productivité de l'industrie forestière. Puis l'augmentation des superficies planifiées aussi fait en sorte que quand on présente les plans d'aménagement forestier à nos membres, parce que là, on leur présente, déjà qu'on leur présentait 2 fois plus de coupes, là, on leur présente 3 fois plus de coupes. De toute façon, tout ça va se réaliser pareil. Fait que pour moi, le fait que le gouvernement ait dit on n'a pas besoin de vous consulter parce que ce n'est que des changements administratifs, mais ces changements administratifs-là affectent nos droits puis notre occupation sur le territoire. Et oui, il aurait dû aller en consultation. Est-ce qu'il nous aurait écouté? Probablement pas, mais au moins, il aurait pu faire l'effort de consultation. Le fait aussi que le gouvernement a l'obligation de consultation et d'accommodement, le fait qu'il a le pouvoir de déléguer son devoir d'accommodement est pour moi j'allais dire raciste, mais je le dirais plutôt ridicule, parce qu'il délègue, en fait, il se déresponsabilise de l'accommodement. Et ce n'est pas, ce que je veux dire, ce n'est pas pour parler contre l'entente Cree-Québec de 1976 et la paix des Braves de 2002. Par contre, cette entente-là affecte les droits des Anishinabés. Les Anishinabés, ce sont des Algonquins. Les Anishinabés, des Atikamekw et des Inuits aussi. Il y avait des responsabilités gouvernementales qui n'ont pas été respectées et qui affectent grandement nos droits aujourd'hui. Les gens de la communauté de Picogan, étant donné qu'on est les Anishinabés, les Algonquins, les plus nordiques, ont fait en sorte que des relations se sont développées avec les Cris, disons aussi en termes familiales, du fait qu'aujourd'hui, il y a environ 90-95% des membres de la Première Nation Abitibi-Winnie qui sont aussi bénéficiaires de la Convention d'Abidjan.
Et là, des gens chez nous, il y a quelques années, bénéficiaires de la Convention, vont à la chasse aux caribous dans le Nord. Des agents de conservation de la faune les arrêtent, puis les gens de la communauté ont en leur possession une lettre, dont un membre a une lettre du gouverneur du Québec, du lieutenant-gouverneur du Québec, qui dit que oui, il est bénéficiaire de la Convention, puis il montre sa carte du Cree Trapper Association. Finalement, il ne savait pas trop quoi faire, fait qu'il a saisi ses caribous, comme si il avait commis un crime, mais il n'a pas rien saisi d'autre. Normalement, si ça avait été du braconnage, il aurait saisi les armes à feu, il aurait saisi le véhicule, il l'aurait mis en état d'arrestation. Mais là, parce que c'est un autochtone, mais qui n'est pas Cree provenant d'une communauté Cree, il fait juste saisir son caribou et il dit « Va-t'en chez vous ». Ce qui est systémique là-dedans, ce qui est dommage, c'est au niveau du système d'éducation. Les agents de conversation, les agents de conservation de la faune au Québec ont seulement que quelques heures sur les droits autochtones. Quand ils sont là pour appliquer des lois, il y aurait matière. Oui, certains, puis je ne veux pas généraliser, il y a certains agents de conservation de la faune qui vont aller plus loin dans leurs études, qui vont aller au département d'études autochtones de l'Université du Québec à Val-d'Or ou celui de Chicoutimi pour parfaire leur connaissance, de suivre des cours qui vont leur ouvrir l'esprit. Mais pour la plupart, ils ne le font pas, puis ils sont tout le temps. Il y a tout le temps une espèce de conflit de valeurs chez ces personnes-là qui a été créé par le fait qu'ils n'ont pas eu l'information nécessaire pour avoir un jugement fiable. Au Canada, le droit autochtone, c'est une chose, mais on a le fardeau de le prouver. Tout est basé sur des court cases, des cas de cour qui se sont rendus dans les plus hautes instances des tribunaux au Canada pour dire, finalement, ben, vous avez raison, après des centaines de milliers de dollars dépensés en avocats, en recherche et tout. Vous savez, ma première fille, je l'ai eue avec une Québécoise, une non-autochtone. Puis ma deuxième fille, je l'ai eue avec une Atikamekw. Quand je serai grand-père, des enfants de ma fille, de ma plus vieille fille, si la situation ne change pas, si elle a des enfants avec son conjoint actuel, je n'aurai pas le droit d'aller à la chasse de façon traditionnelle avec mes petits-enfants de ma fille, Samuel. Par contre, si ma plus jeune fille je devrais pouvoir aller à la chasse de façon traditionnelle avec mes petits-enfants, même si elle a des enfants avec un non-autochtone, puis que ses enfants ont des enfants avec un non-autochtone. C'est ça, tu sais. Il y a quand même plusieurs années, vous savez, en région de l'Abitibi-Témiscamingue, il y a du développement incroyable au niveau minier, au niveau forestier. Il y a des milliards de dollars d'investis ici, ça n'a pas d'allure. Puis la Canadienne Malartic, je me rappelle à l'époque, quand le BAP est venu le moment du BAP, puis que des chefs autochtones sont allés, des chefs algonquins sont allés au BAP présenter un mémoire qui était évidemment contre la mine à ce moment-là.
la population en général, ce qu'ils n'ont pas vu, c'est des défenseurs de l'environnement. Ce qu'ils ont vu, c'est des Indiens qui étaient contre des emplois, contre le développement économique, contre le développement régional. Puis ça, bien évidemment, ça reste dans les gens, tout ça s'envoie à la maison, tout ça est un peu réparti avec les enfants, puis tout ça se ressent quelque part dans la société, là, chez nous. Oui, c'est ça. Naolo faisait référence à la colonisation. L'Abitibi-Témiscamingue, la ville d'Amos a été créée en 1911. Pour les gens de la région, quand on leur parle, c'est comme depuis toujours. Quand ma mère, elle a été la première de sa famille à naître à l'hôpital. Les autres, ses aînés, ses frères et sœurs aînés, sont nés en forêt, sont nés sur le territoire parce que mon grand-père, ma grand-mère voyageaient entre le territoire de Trappes puis le poste de la baie du Tson, à la Sarre, où il faisait la traite des fourrures. Mais ça c'est mon grand-père, puis c'est ma mère qui est la première née à l'hôpital. Fait que, tu sais, ça fait pas longtemps. Puis je vais le dire un peu vulgaire parce que c'est le cas. On s'est fait botter le cul de la région. Les territoires familiaux aujourd'hui sont au nord du 49e parallèle. Puis quand on va parler des gens de Rouen, qui est à 100 km d'Amos, pour eux, ils n'en ont pas de Première Nation à Rouen. Pour une bonne partie de ces gens-là. Parce que Picagan, c'est 1 point à proximité d'Amos, puis Témiscamingue First Nation, c'est 100 km plus au sud. C'est un territoire autochtone, c'est même un territoire super important parce qu'on est sur le partage des eaux entre le bassin hydrographique de la baie James et la rivière des Outaouais. Et à proximité de la pointe Abitibi, qui a des preuves d'occupation territoriale par carbone 14 de 8 000 ans. Ça, c'est à peine 2000 ans après la glaciation. Je fais le tour de mes notes qui sont un peu n'importe comment, un peu comme le discours que je viens de faire. Mais bref, c'est ça, c'est mon défi quotidien. C'était celui de cette semaine, entre autres. J'espère que ça a été enrichissant. Tout à fait. Merci beaucoup, Benoît. Vous nous amenez vraiment dans les alentours de votre communauté et sur les intersections systémiques dans votre vie professionnelle, dans la vie de votre communauté et dans votre vie personnelle. Ça fait un portrait vraiment complet des impacts du racisme environnemental, de tout le bagage, les antécédents et tout ça. Donc, c'est vraiment instructif. Merci pour ça. Puis, je suis certaine que dans la période des questions, on va pouvoir aussi développer davantage et les participants vont pouvoir poser plus de questions pour évoquer d'autres expériences et exemples. Mais pour l'instant, on va passer à notre troisième panéliste qui est Alessandra Dewulski. Elle est impliquée dans différents mouvements sociaux au Brésil et au Canada, et plus particulièrement dans le domaine de la justice sociale et climatique et l'égalité raciale et de genre. Je vois que, Benoît, vous avez le main levée. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Oh, peut-être c'était juste un... OK, pas de problème. Je continue avec la bio d'Alessandra. Elle possède un doctorat en droit économique et financier et une maîtrise en droit politique et économique.
À Montréal, elle est directrice générale de la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges et chargée de cours à l'UQAM. Elle a co-construit le Colectivo Brasil Montréal et milite dans plusieurs mouvements sociaux au Québec et à l'international. À Alternative, un organisme de coopération internationale aussi basé à Montréal, elle siège au sein du comité exécutif. En tant qu'avocate, elle a géré des dossiers judiciaires et d'arbitrage de São Paulo au Brésil, notamment en matière de droit au logement et de droit de l'environnement. Au Brésil, elle est aussi cofondatrice et directrice juridique de l'Institut Luiz Gama, un organisme qui a pour mission d'offrir de l'aide juridique gratuite aux personnes victimes de discrimination raciale au sein de leur travail. Elle est également autrice de plusieurs articles et livres, dont son plus récent, Colorismo, paru en 2021 au Brésil. Alessandra, sans plus tarder, la parole est à vous. Merci beaucoup, Marisa. Merci beaucoup, Naolo et Benoît, pour les partages. Mon Dieu, j'ai appris tellement de choses aujourd'hui. Je suis bouche bée de la richesse de tout ce que vous venez de nous amener. Ça me touche beaucoup, Benoît, avant qu'on entre dans les vifs du sujet, ce que tu viens de dire par rapport au fait que tu ne pourrais pas aller pêcher d'une façon traditionnelle avec tes petits-enfants, avec les enfants de ta fille la plus aînée. Il y a quelque chose d'aberrant là-dedans, des inhumains, des injustes, que je n'ai même pas de mots à exprimer ça. Ça me touche, ça m'interpelle énormément parce qu'au Brésil, je suis une femme noire. Au Canada, je suis aussi une femme noire, une femme racisée, mais je suis quand même, comment je peux dire, j'ai des ascendantes aussi européennes. Donc, il y a des métissages dans ma famille, mais je suis lue au Brésil comme une personne noire. Et ça m'interpelle tellement parce que c'est-à-dire que si on suit cette règle absolument aberrante, par exemple pour la communauté noire, c'est comme si moi, je n'aurais pas l'appartenance à ma communauté, à toutes les religions de matrice africaine, avec notre musique, avec notre histoire. Et ça, c'est d'une violence inouïe contre les personnes autochtones au Canada et contre des petits-enfants qui ne sont même pas nés. C'est d'une violence vouloir préétablir l'appartenance raciale de quelqu'un à cause d'une règle qui priorise les convenances du gouvernement pour des questions qui sont absolument déconnectées de la réalité autochtone. Donc, je voulais juste exprimer ma solidarité parce que ça me crève le cœur parce que, finalement, pour faire un parallèle avec les communautés autochtones au Brésil, cette règle-là n'existe pas. C'est l'autodéclaration. Donc, c'est l'appartenance de la personne. C'est elle qui va se déclarer. C'est sûr que pour l'appartenance sous réserve, il y a effectivement d'autres constructions, on va dire comme ça, légales autour, mais rien de si violent que ça. Donc, il faudra qu'on en parle davantage sur ça. C'est aberrant. Mais merci beaucoup alors pour l'invitation encore une fois, Marisa. J'aimerais quand même commencer juste pour, étant donné qu'il y en a au Québec et qu'on vit en ce moment sous les joues d'un gouvernement qui disent qu'il n'y a pas de racisme systémique, même avec la mort de Fred Villanueva, avec la mort de Joyce Echaquan, avec tellement de morts violents et de discriminations qu'on voit dans les milieux de travail, dans les universités, dans la façon par laquelle les politiques publiques sont établies, que je trouve que c'est important quand même qui ont rétabli un peu les concepts. Donc, il faut toujours partir du préalable qui, le racisme systémique, comprend l'ensemble d'institutions qui agissent d'une manière directe
ou indirecte, à reproduire des inégalités socio-économiques issues de la condition racisée des personnes. Donc, en matière environnementale, on va dire comme ça, soit au Brésil, au Guatemala, au Québec, cela consiste à prêter à certains groupes des qualités moins humaines, parfois méprisantes, d'où en découlent des rapports moins respectueux de leurs droits. Donc, ce sont ces mêmes groupes qui, en écopant les coûts les plus durs des changements climatiques ou d'exploitation irrationnelle des ressources naturelles, qui occupent les premières lignes en défense des réserves d'eau et des forêts, que ce soit au Canada, que ce soit au Brésil. Le fait qu'ils sont des non-blancs renforce une narrative suprémaciste blanche que leur existence et leur lutte sont moins importants. Chose qui est complètement aberrant en matière humaine et aussi au niveau environnemental. J'aimerais vous dire que jeudi passé, les Caciques Raoni, c'est un grand chef autochtone au Brésil, a fait une vidéo. Il a déjà 90 ans. Il a fait une vidéo qui s'adressait à Joe Biden pour qu'il ne fasse pas une entente, qu'il ne signe pas une entente avec Jair Bolsonaro, qui c'est le sociopathe en ce moment qui occupe la présidence du Brésil, parce que l'argent qui pourrait être envoyé au Brésil, malheureusement, et sûrement ne va pas être utilisé pour protéger les forêts, l'eau et les territoires traditionnels. Bien au contraire, Bolsonaro, en ce moment, il incarne effectivement une sensation, on va dire, d'insécurité permanente des personnes autochtones, des personnes quilombolas, des peuples traditionnels de la terre, on va dire, des personnes généralement issues de métissage entre autochtones, noirs et les Portugais aussi, qui occupent des territoires et qui ont une façon traditionnelle d'utilisation de la terre qui n'engendre pas, on va dire, les conséquences néfastes qu'on voit dans l'ordre économique en ce moment. Donc, c'est une façon de vivre dans l'environnement en balance avec l'environnement parce que traditionnellement et dans ces cultures-là, on ne se voit pas comme des éléments à l'externe de la nature, on fait partie de cette nature-là. Et quand on se comprend comme un élément qui fait partie d'une part entière, mais on ne les détruit pas parce que les détruire, c'est nous nuire aussi, c'est nous détruire concomitamment aussi. Donc, je trouve que c'est important quand même et symbolique la semaine dernière, les Caciques Raoni qui l'envoyaient ce message-là, parce que ça nous indique quand même que les dossiers, on va dire, nos inquiétudes absolument raisonnables, logiques, nécessaires sur les changements climatiques ne peuvent pas être disassociées de la lutte autochtone pour les territoires, ne peut pas être dissocié de la lutte quilombole pour les territoires. Et juste pour donner un pas en arrière, pour donner deux devant, il faut dire quilomboles au Brésil, c'est une catégorie, on va dire, c'est le nom qu'on donne à une communauté. Il y en a plusieurs communautés comme ça au Brésil, des communautés quilomboles, ce sont des communautés qui ont été créées après l'abolition. Et qui sont des familles, des personnes africaines issues de l'Afrique qui ont été amenées au Brésil sur la condition de l'esclavage et qui, après l'abolition, comme il n'y a pas eu aucune mesure de leur compenser pour les années d'esclavage, ils sont allés chercher des territoires pour pouvoir vivre de la terre. Et ça, après des siècles, c'est devenu leur terre. Parce qu'au Brésil, il y a des lois très, très anciennes de période coloniale qui indiquent que quand tu passes plus de 15 ans, dépendamment de la période historique, là, mais généralement, il y a des moments qu'il y a 8 ans, d'autres moments, la balise est 10 ans,
d'autres moments, la balisée des 15 ans, mais quand on est déjà à 3e génération, cet espace de temps-là est déjà passé, que la terre leur appartient. Donc, ce sont des grandes communautés quilomboles avec une culture très distincte et ce sont des communautés noires. Et ces communautés-là ont été pendant des décennies méprisées par les gouvernements, surtout dans un moment, et c'est là où je veux en venir, dans lequel le Brésil a établi une politique publique pendant plus de 30 ans de blanchissement de la population. Donc, le Brésil avait un projet de blanchir la population parce que apparemment, nous avons la mauvaise couleur de peau et les mauvais traits. Donc, pour le gouvernement, il fallait, entre guillemets, améliorer la race, entre guillemets, des Brésiliens. Et quand je vous dis ce terme-là, je ne l'invente pas. Il fait malheureusement partie des décrets présidentiels et des ministères dans lesquels on a aboli la possibilité d'immigration issue du continent africain et on a créé avec des fonds publics des moyens de subventionner l'immigration des Européennes. Eux, ils ont été les bienvenus au Brésil parce qu'ils venaient apporter, on va dire, cet élément civilisationnel dans la mentalité raciste qui malheureusement fait partie de l'identité brésilienne coloniale. Donc, ces territoires-là des quilomboles et également les territoires des autochtones constituaient, on va dire, une petite caillou dans les souliers du gouvernement parce qu'ils occupaient des terres vachement intéressantes. Des terres agricoles intéressantes avec de l'accès à l'eau potable de grande qualité. Donc, il y avait aussi des aspirations de construction des hydroélectriques. Il fallait se débarrasser de ces populations-là. Et je vous dis ça avec un petit pincement au cœur parce que ma famille vient exactement de cette région-là. Moi, j'ai un privilège, on va dire, à être brésilienne parce que je suis née à Mato Grosso. Et je vous dis ça avec beaucoup de fierté parce que je suis née vraiment au cœur du Brésil. C'est vraiment un État qui fait frontière avec la Bolivie. Donc, c'est un État, une province privilégiée, on va dire comme ça, parce qu'on a les trois formes, les trois biomes brésiliens. Donc, on a l'Amazonie au nord, on a un genre de savane qu'on appelle cerrado au milieu, et en bas, on a la partie que j'aime vraiment beaucoup, parce que je suis née là, les pantanals, qui c'est un genre de marais, on va dire comme ça en français. Et c'est un État très divers, c'est un État très noir et autochtone. Et les discours pendant les années 30, début donc, du 20e siècle, c'était que les gouvernements devraient occuper ce territoire parce que c'était dangereux, ces grands vides populationnels. Encore une fois, je mens pas, je n'invente pas ce terme, ça fait partie des lois qui parlaient de ce territoire où ma famille s'établit depuis des générations comme des vides, c'est comme si on n'existait pas. Donc, la solution que le gouvernement y trouve, c'est de tout simplement subventionner les immigrants européens qui avaient été relogés, on va dire, au sud du pays. Le gouvernement subventionne pendant les années 60-70, et là, on entre dans la période la plus sombre de l'histoire brésilienne moderne, qui c'est la dictature militaire, qui a perduré quand même pendant 21 ans, de 64 à 85. Mais le gouvernement, donc, établit vraiment une politique dans laquelle il subventionnait une partie de l'achat des terres à Mato Grosso pour tout simplement, entre guillemets, développer la province. Donc, ce qu'on comprend dans ça, c'est que les autochtones, les quilomboles, les communautés traditionnelles sont compris par les gouvernements comme les indésirables, même si on était là depuis des siècles. Et ce qui arrive
et là, je dis ça vraiment avec beaucoup de tristesse, c'est que c'était un processus extrêmement efficient et performant. Donc, il y a des villes entières à Mato Grosso, Sinop, Juína, Juara, ce sont des villes qui ont été créées artificiellement dans 20-30 ans de développement par des compagnies privées qui amenaient ces familles-là pour établir les premières écoles. Et il y avait des pratiques qui ont été... la historiographie brésilienne est assez, comment je peux dire, exhaustive, on va dire, là, parce que ça a été documenté. Donc, il y avait des façons de se débarrasser des communautés autochtones. Donc, ils ont donné des cadeaux de literie, des hôpitaux avec des personnes qui avaient des maladies comme sarampo ou roubeole. Maintenant, j'ai oublié le nom en français, mais des maladies, comment je peux dire, qui biologiquement, les Autochtones n'avaient aucune résistance. Donc, il y avait des ravages dans les communautés. Comme ça, on avait établi d'une façon très efficiente. Et là, je ne parle pas du 6e siècle, du 17e siècle. Je parle de quelque chose qui a été fait il y a 50, 60 ans. C'est pas si longtemps que ça. Et ça démontre à quel point, malheureusement, et je parle du Brésil, mais des récits comme ça sont assez, malheureusement, fréquents en Amérique latine. Et ça révèle une idée, ça révèle une idéologie assez répandue, pas seulement en Amérique du Sud, mais en Amérique du Nord aussi, qu'il y a la norme, la règle, la race qui est normalisée, ce sont les Blancs, les Européennes, ceux et celles qui ont les traits associés à l'européanité, on va dire comme ça. Et il y a ceux et celles qui sont inférieurs, les Noirs et les Autochtones et les Browns, on va dire comme ça. Les gens du Sud, d'une façon générale, et les Autochtones, les First Nations de chaque pays. Et ça, c'est quelque chose qui est très lié aussi à une idéologie qui a été nécessaire pour tous les processus de colonisation autour du globe, c'est l'idée d'eugénie. Donc, quand on parle d'eugénie, donc d'une science qui a été établie, pseudoscience, maintenant, les sexes, c'est une pseudoscience parce que leur méthodologie était absolument... il y avait plus de trous que les passoires que je garde dans ma cuisine, mais dans un moment donné, il y avait des chaires de recherche en Europe avec des médecins et des biologues, des biologistes, je veux dire, qui faisaient des mesures des crânes des Africains et qui mesurer la taille du cerveau, les grammes de cerveau des personnes africaines issues de le continent africain pour essayer d'établir des théories qui indiquaient que pour une raison X, Y, bon, mais c'est ça la preuve que les Africains ne sont pas capables de travail intellectuel. Ils ont cette tendance naturelle au travail manuel, c'est-à-dire dans les plantations. Et malheureusement, la science, à travers l'histoire, comment je peux dire, donne toujours un beau soutien à ces processus d'oppression parce qu'il fallait justifier l'effet du trafic négrier. Il fallait justifier comment tu vas kidnapper 10 millions de personnes du continent africain. Bon, il y a des recherches qui vont parler de 14 millions, il y a d'autres recherches qui vont parler de 17 millions, ça dépend des chercheurs qu'on va choisir, mais il faut avoir une belle justificative pseudo-scientifique pour pouvoir faire des génocides de cette manière-là. Et la même chose pour les Autochtones. Donc, il faut établir une idée de suprématie blanche qui justifie le fait que je peux occuper un territoire, m'approprier de ces terres et subjuguer, on va dire, opprimer les populations d'une façon culturelle aussi pour que ça perdure. Donc, il faut non seulement les dominer d'une façon militaire, avec la force, mais il faut aussi les dominer par les biais de la culture. Donc, créer et reproduire des mécanismes qui vont, d'une façon sécularisée, on va dire, qui vont effectivement séculariser une idée qu'il y a des êtres supérieurs et inférieurs.
Et ces idéologies-là font partie de la culture en Amérique et en Europe et en Afrique aussi, après la colonisation. Et d'une façon ou d'autre, on finit parce que nous sommes tous nés et sociabilisés dans ces environnements-là. Il nous arrive d'intérioriser ces valeurs-là. Donc, nous émanciper aussi de ces idées de suprématie blanche passe par la compréhension de comment on a établi ces grands écarts socio-économiques entre les populations blanches, les populations des First Nations, des Premières Nations et les communautés noires. Il y a une raison, il y a un processus qui a mené au fait que des quartiers généralement précarisés, des quartiers qui n'ont pas d'une bonne infrastructure sont généralement occupés pour les travailleurs et les travailleuses qui sont racisés. Il y a une raison historique pour qu'ils vont occuper géographiquement ces territoires-là. Et il y a une raison reproductive de ces valeurs et de ces idéologies-là liées au fait que ces quartiers-là ne vont pas recevoir les mêmes investissements de l'État et qui ne vont pas recevoir la même protection, soit de l'État ou soit même de, la police. Donc, les traitements que la police va donner pour sauvegarder, pour protéger leurs droits, va être aussi donné, c'est un service qui va être donné aussi d'une façon différente. Parce que, mais les policiers aussi, ils sont nés, ils sont sociabilisés dans cette société-là, inondée de cette idéologie suprémaciste blanche. Et je crois que c'est extrêmement important ce que Benoît disait et ce que Naolo disait, parce que constater, parce qu'on parle de constats, ce n'est pas des opinions subjectives à l'égard de ce qu'on ressent dans la société. C'est sûr que j'ai des vécus qui me montrent clairement que je suis là comme personne racisée, comme Naolo va avoir, comme Benoît va l'avoir, on les sent, ça fait partie de notre quotidien. Mais il y a des statistiques et des chiffres, même par Statistique Canada, qui vont indiquer cet écart de revenus, cet écart de la possibilité d'avoir une progression dans la carrière en égalité avec les personnes qui ont les mêmes titres et les mêmes années d'études, et etc. On pourrait vraiment passer toute la soirée à parler de tous ces écarts-là. Mais ce que je trouve qui est important dans notre conversation, c'est que il y a une façon par laquelle un État, il va bâtir, on va dire, ses valeurs et ses principes les plus chers, les plus ultimes pour une société. Et on dirait que, et je trouve ça toujours si autant contradictoire que validant de la société où on vit, validant de, comment je peux dire, de l'histoire qui est autour de la création de la société québécoise, c'est que on normalise le fait qu'une ville comme Montréal ait un IDH, un index de développement humain, proche des pays super développés en Europe, comme la Suède, comme la Suisse, des pays scandinaves. Donc, il y a des régions qui ont vraiment des IDH merveilleux. Et qu'il y a 200 km, on a une communauté autochtone, une ville prédominamment autochtone, qui a un IDH des pays en développement au sud. Juste le fait qu'on normalise ça, ça nous indique qu'il y a un énorme angle mort dans la façon comme on comprend les vivre ensemble. Parce que si les vivre ensemble n'inclut pas les Premières Nations au Canada, mais on ne parle pas de vivre ensemble. Quand on parle d'un quartier comme Montréal-Nord, une région de la ville de Montréal comme Montréal-Nord, où on a des situations et des récits quotidiens de violences policières parce que la population, la communauté noire est prédominante dans ces quartiers-là, la population racisée. Mais juste le fait
qu'il y a une violence, entre guillemets, autorisée contre ces communautés-là, tributaire de la façon par laquelle on est programmé à normaliser ce genre de violence. Et c'est pour ça que je trouve important qu'on arrive à faire ces constats à l'interne pour qu'on puisse aussi arrêter de les reproduire au sud. Et là, j'aimerais parler juste de 2 exemples. Et là, on va voir, je pense, le temps pour les questions. J'aimerais vraiment parler de l'exemple de la Caisse des dépôts et de placement du Québec, qui fait les bas de laine, on va dire, de la grande majorité des Québécois et des Québécoises, qui est responsable pour les retraites de beaucoup de personnes, pour la retraite de beaucoup de personnes, et qui utilise des fonds d'investissement financier, TIA-CREF, qui sont des fonds d'investissement, qui sont connus par des investissements douteux et qui vont justement acheter des grandes portions de terre au Brésil, dans des régions où malheureusement on a un palmarès d'exécution des personnes autochtones et des défenseurs des droits humains. Donc, je doute qu'un Québécois et une Québécoise aimerait avoir son bas de laine taché de sang autochtone et des quilomboles et des personnes du Sud. Donc, je trouve que c'est important à knowledge, comprendre les injustices qui arrivent, qui sont très présentes au Canada et au Québec, mais aussi de comprendre que le Canada utilise ces mêmes pratiques aussi ailleurs. Et je trouve extrêmement contradictoire parfois que les personnes viennent me parler de l'Amazonie sans avoir ce sens critique envers la Caisse de dépôt et placement du Québec. Et je trouve extrêmement incohérent qu'on puisse parler des droits des Autochtones au Brésil quand on ne met pas en priorité aussi les droits des Autochtones du Québec. Donc, les frontières sont exclusivement une création du colonisateur. Et je pense que l'environnement est vraiment les grands indicateurs de à quel point les frontières sont une création artificielle. Donc, ce qu'on brûle en Amazonie va venir nous chasser ici avec les dégels des neiges qu'on a dans des moments qui sont bizarres, on va dire, selon l'histoire du Québec. Et la pollution, les changements climatiques, mais ils sont aveugles à ces frontières-là. Donc, je dirais effectivement qu'il est temps qu'on puisse comprendre que la lutte qu'on mène, c'est une lutte qui ne peut pas voir des frontières, que les frontières sont absolument artificielles, que notre lutte est la même lutte contre les mêmes ennemis et que finalement, nous ne pouvons pas laisser passer que le Canada, via son premier ministre élu, puisse donner de l'appui ou de l'argent à un génocide qui malheureusement occupe en ce moment la présidence du Brésil, soit par les biais de l'argent des retraites, on va dire, ou soit par l'autorisation de l'installation des compagnies minières canadiennes qui font des ravages, qui tuent les gens. Quand je dis qu'ils tuent les gens, c'est parce que quand ils achètent des grosses portions de terre, ils vont contribuer à une pression foncière contre les personnes qui occupent ces places-là. Et les titres qui parfois ils achètent, les titres de terre sont généralement tachés de sang. Et ce genre de pratique, de la même façon qu'elle ne peut pas être acceptable au Canada, elle ne devrait pas être acceptable en étant fait au Brésil parce que les profits vont être envoyés au Canada. Et ces profits-là, je ne crois pas que ce soit quelque chose d'envisageable à être utilisé, par exemple, dans des politiques publiques canadiennes, selon les valeurs que je crois que la société doit avoir.
Donc, je trouve que je nous invite à de plus en plus établir des ponts entre nos luttes, parce que ce sont des luttes contre un ennemi en commun. Et je crois effectivement qu'ils comprendre les processus de racialisation des personnes passe par le fait de comprendre où sont les intérêts économiques, de subjuguer, de opprimer certaines communautés. Et quand on arrive à connecter des dates, de comprendre où sont établis les intérêts économiques et pourquoi certaines communautés ont une vie plus vulnérable que d'autres, on va être plus efficace dans la lutte contre nos ennemis en commun. Merci. Merci énormément, Alessandra, de nous avoir apporté à l'échelle internationale, mais aussi d'avoir dessiné les parallèles entre les cas du Brésil et le Canada, et aussi les liens qui poursuivent entre nos pays et la question des frontières et tout. C'est vraiment évocateur d'avoir les parallèles entre non seulement les idéologies qui ont permis le colonialisme, mais aussi les antécédents en matière de politique d'immigration qui se ressemblent aussi pas mal. Et la question du non-respect des droits des peuples autochtones est ici et ailleurs. C'est vraiment une analyse importante à amener. Donc, merci pour ça. Et je tiens à remercier vraiment énormément nos trois invités d'avoir été avec nous ce soir pour le partage de leurs connaissances et leurs expériences qui met beaucoup de lumière sur notre thématique de racisme systémique et environnement. Nous allons maintenant avoir l'occasion de passer à une période de questions. Donc, je vous invite à inscrire vos questions dans la case questions-réponses. Et selon les questions que l'on reçoit, je vais pouvoir les poser ou plusieurs d'affilée ou une seule et passer la parole aux panélistes. Mais entre-temps, pendant qu'on attend vos questions, j'aimerais attirer votre attention à une action en ligne sur le site web d'Amnesty. Dans le cadre de notre campagne contre le racisme systémique, nous avons développé un outil pour envoyer un message au Premier ministre Legault et au ministre responsable de la lutte au racisme avec les 7 députés qui forment le groupe d'action contre le racisme en copie. Le message demande au gouvernement de reconnaître officiellement le racisme systémique et d'élaborer une politique et un plan d'action de lutte au racisme systémique en consultation avec les communautés autochtones, noires et racisées. Donc, ma collègue Anna va inscrire le lien de cette action dans le chat. Je vous invite à l'utiliser pour passer à l'action. Et en fait, pour faire le lien avec l'international puis la Journée de la Terre, je vous invite également en fait à consulter notre page d'action en ligne en général où il y a plusieurs actions liées avec nos diverses campagnes, plusieurs desquelles portent sur des questions, des cas de défenseurs et défenseuses de la terre et des eaux, un peu partout au monde, au Canada et aussi dans d'autres pays. Sur des cas individuels, mais aussi les organismes auxquels ces personnes appartiennent et au sein desquels ils et elles militent. Donc, je vous invite à aller consulter ça. Et en fait, je vous encouragerai, j'ai eu cette pensée pendant que tous les invités parlaient, les questions de colonialisme, les intersections avec le colonialisme et le racisme et l'environnement, mais aussi la santé. Nous allons avoir au mois de mai et au début de juin une série de 2 webinaires sur le colonialisme médical envers les enfants autochtones en particulier. La série va avoir lieu le 12 mai et le 2 juin. Je pense qu'Anna va partager le lien pour ces événements aussi, donc je vous encourage à assister. Voyons si, je pense, on dirait que nos panélistes l'ont tout dit parce qu'on n'a pas beaucoup de questions.
En fait, je voudrais voir, je sais que les présentations ont évoqué beaucoup de pensées. Je pense que j'ai vu beaucoup de têtes qui faisaient comme ça et aussi des notes qui étaient prises. Je voulais savoir en fait si les panélistes aimeraient juste faire un dernier commentaire. Normalement, on essaie de clore autour de 7h30 et je vois qu'on reçoit, contrairement à l'habitude, pas beaucoup de questions ce soir. Donc, à voir si nos panélistes aimeraient juste ajouter un dernier commentaire suite aux présentations qu'on a entendues. Ben, je pourrais simplement dire que j'ai vraiment apprécié l'invitation. Puis, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous ce soir. Merci, Benoît. Naolo, tu te lances ou je me lance? Bon, mais je vais aller devant toi alors. Et après, tu viens. Donc, bon, j'aimerais juste parler de quelque chose qui est aussi très dérangeant dans la politique internationale canadienne en relation au Sud, c'est que les accords de libre-échange et les Mercosur qui visent justement le Brésil, l'Argentine et d'autres pays en Amérique du Sud. Il parle aussi justement de développement minier et énergétique. Désolé. Je ne peux pas laisser ça de côté, de parler de la compagnie minière canadienne Bellosan et aussi d'Equinox, qui sont des compagnies minières canadiennes qui exploitent en ce moment des ressources naturelles au Brésil. Et dans ces deux cas, il y a eu, entre guillemets, des désastres, des accidents dans lesquels on a eu des morts. Et malheureusement, l'assistance de ces compagnies-là a vraiment laissé beaucoup à désirer. Les familles ont été absolument laissées seules avec les problématiques liées au non-accès à l'eau, aux problématiques liées à perdre leur maison et dans certains cas, des familles qui ont perdu leurs familiers, des personnes de leur famille dans ces désastres-là. Donc, je trouve que c'est extrêmement important qu'on puisse comprendre la responsabilité de ces compagnies minières au Sud. Ce sont des compagnies qui génèrent beaucoup de profits. Et malheureusement, au Canada, en plus d'être une activité meurtrière au Sud et de développer, on va dire, dans les mauvais sens ces pays-là, parce que c'est une politique des morts, c'est une politique contraire à la conservation des ressources naturelles, c'est une politique et ce sont des activités nuisibles à l'environnement. En plus, ces compagnies-là n'ont aucune contribution au Canada avec l'argent qu'ils apportent. Donc, je trouve que de plus en plus, il est temps qu'on commence à mettre en question les autorisations des fonctionnements de ces compagnies-là. Ce sont des gigants et qui doivent être responsables financièrement pour les dégâts environnementaux et les préjudices aux futures générations qui sont en train de causer au Sud et qui vont nécessairement, quand on parle d'environnement, sont aussi connectés à des problématiques qu'on va nécessairement vivre aussi au Nord. Donc, j'avais vraiment besoin de faire ces points-là parce que je trouve qu'il est important. Et aussi, encore une fois, inviter la Caisse de dépôt et placement du Québec à revoir ses politiques de placement d'argent. Moi, je suis une néo-québécoise, donc je travaille au Québec, à Montréal, je paye mes impôts et je ne veux pas que ma retraite soit faite à base du sang des personnes au Sud. Donc, je trouve que c'est inadmissible que la Caisse de dépôt et placement du Québec
continue les investissements sur des propriétés foncières au Brésil et en Amérique latine en exploitant la population, en utilisant une pression contre les communautés autochtones et qui génère à la fin l'impossibilité de ces communautés-là de rester dans leur milieu de vie. Donc, j'invite encore une fois la Caisse de dépôt et placement du Québec de se responsabiliser pour un virage vert nécessaire. Donc, je veux bien avoir ma retraite un jour, mais je veux que cet argent-là, des heures de mon travail, soit investi dans des choses qui vont garantir le futur de ma fille et pas le contraire. Donc, merci. Merci, Alessandra. En fait, on a une question de Julie qui a apprécié les présentations et voudrait avoir d'autres avenues d'action à soutenir, notamment pour reprendre ce dont Alessandra parle sur les mesures face à l'extractivisme et l'exploitation des ressources. Donc, pour la personne qui veut manifester son désaccord vis-à-vis la Caisse de dépôt, est-ce que vous avez est-ce qu'il y a des outils? Est-ce que vous avez des suggestions particulières? Puis aussi, je poserai la même question à Benoît et Naolo, qui sont aussi impliqués pour ce type d'action-là. Naolo, est-ce que je te laisse aller maintenant? Je vais aller encore, non? Donc, je vous invite à regarder la page Facebook de Coletivo Brasil Montréal. Il y a des informations à l'égard des joints de campagne justement de sensibilisation de la population Québec. Ça a été fait l'année dernière, mais il y a encore des vidéos et des liens disponibles. Il y a une recherche aussi des grants. C'est un organisme justement sur ces investissements de la Caisse de dépôt du Québec. S'il y a des personnes qui sont intéressées de comprendre mieux les enjeux liés aux investissements de la Caisse de dépôt du Québec, et je dirais qu'une avenue, on va dire, des changements, parce que c'est ça qu'on veut finalement. On veut des changements concrets, structurels et rapides, parce que la vie est maintenant, donc on ne veut plus attendre. C'est que de plus en plus, les personnes directement affectées par ces problématiques liées au racisme systémique et au racisme environnemental, qu'elles soient écoutées, qu'elles puissent faire partie du processus des réflexions et des propositions de solutions. Ce sont des personnes affectées directement. Il faut que de plus en plus on donne voix à ces personnes-là. Merci. Est-ce que vous aimeriez intervenir, Naolo ou Benoît? Je peux dire en matière d'action, en ce qui nous concerne, on a la pétition pour le projet de loi C-230 que les gens peuvent signer et ça aide. C'est à exprimer votre support. Au niveau d'une pensée, disons un dernier commentaire, moi ce que j'aimerais bien partager, c'est cette idée-là que je pense que j'ai mentionné un peu avant, que, à mon avis, n'existe pas de colonisation verte. Et ce que j'essaie de dire par ça, c'est que lorsqu'on regarde le processus de colonisation à travers le monde, à travers l'histoire, ça a souvent été un processus qui a mené à la dégradation de l'environnement. Par contre, souvent, on a l'impression qu'on est en train d'accuser quelqu'un. Moi, je pense que c'est important que les gens prennent un peu de recul et qu'ils comprennent que moi, personnellement, j'accuse personne. Ce que je dis, c'est je constate en fait le fait que le processus de colonisation nous mène à la dégradation de l'environnement. Si on prend un recul et on regarde en fait la planète en général, ce que ça veut dire en fait, c'est que si on veut être en mesure de réussir à combattre les changements climatiques, il faut qu'on apprenne en fait et qu'on réalise qu'en fait on est juste une race. Parce que la raison pour laquelle la colonisation nous mène à la dégradation de l'environnement, c'est parce qu'à un certain moment, on a des groupes parmi nous qui se lèvent et qui décident de dominer d'autres groupes, pensant que ces autres groupes sont différents d'eux, juste parce qu'ils ressemblent, juste parce qu'ils ont une culture différente.
Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand vous regardez la planète, on a juste une race en réalité. On est des humains, mais on va dans d'autres endroits géographiques et on est à l'aise de détruire les environnements dans ces endroits-là parce qu'on pense que ces endroits-là appartiennent à une autre race. Mais c'est en fait l'erreur qu'on est en train de faire. Parce qu'en fait, on a juste une planète et on est juste une race. Donc, on se déplace et on détruit partout. Et à la fin, on a détruit notre habitat, qui est l'habitat d'une seule race. Donc, je pense que c'est important. Je sais que notre organisation, on appelle ça Black Environmental Initiative. Il y a une raison, c'est pour l'engagement des communautés. Mais en réalité, la vraie réalité, c'est que les races dont on parle n'existent pas et on est juste une race. Donc, c'est important qu'on se rappelle tous de ça. Parfait. Merci beaucoup, Naolo. Benoît, je prends votre silence comme... Ben, si j'ai ajouté quelque chose par rapport aux solutions, ben, l'éducation, la prise de conscience, la reconnaissance, ça pourrait être suffisant déjà. Ce serait déjà un beau premier. Tout à fait. Merci beaucoup. Et sur ça, on va clore l'événement. Comme j'ai mentionné, ou peut-être je l'ai juste mis dans le chat, on va envoyer un message de suivi à toutes les personnes qui se sont inscrites et on va inclure aussi les liens qui ont été partagés pour l'organisme, le Colectivo de Alessandra, les autres initiatives qui ont été mentionnées, puis même le film que Naolo avait recommandé. Donc, merci tout le monde pour votre participation. Merci, un énorme merci de la part d'Amnesty International à nos 3 panélistes pour leur présence et leur partage, encore une fois, et à vous tous et toutes d'avoir participé. Et j'espère qu'on va vous revoir lors de nos prochaines conférences virtuelles au mois de mai. Merci beaucoup. Bonne journée de la Terre et bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bye bye. Bonne journée de la Terre.